Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce lunch immobilier du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Mon nom est Yvan Cournoyer, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est peu commun, un sujet qu'on n'a jamais traité, qui n'est pas le plus sexy, mais qui est tellement important si on va avoir une longue carrière comme investisseur. Donc, on va parler aujourd'hui d'éthique, on va parler de valeurs, on va parler de réputation avec nul autre que notre ami Gilles Laferrière qu'on va vous présenter sous peu. Mais avant, j'aimerais dire un petit salut à Jean-Philippe. Salut, Hey, salut Jean, ça va bien? ça va bien toi? Yes, yes, yes. Yes, passez un beau week-end. Toujours, toujours. Un merveilleux week-end en compagnie de la famille. On a profité de la neige. Bien plaisant. Et toi, de ton On a côté? magasiné, est-ce qu'on a magasiné des terrains? On a fait de la prospection en terrain. Non, 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 on a pris ça temps familial, tout le monde ensemble. Good, good, good. Hey, merci d'être là, JP. Ça fait plaisir, toujours. Vraiment, comme toujours, tu ne te gênes pas pour renchérir, poser des questions et participer. Merveilleux sujet aujourd'hui. Très d'actualité en plus. Oui, effectivement, on a vu un article passer ce matin sur un propriétaire à Longueuil qui fait de l'optimisation, mais de façon peut-être moins éthique, et ce qu'on va avoir la chance d'en parler tantôt avec Gilles. Yes. Donc, avant de vous présenter Gilles, que la plupart des gens connaissent, on vous invite à partager le live pour courir la chance de gagner 2 prix qu'on fait tirer à la fin, vers 12h30. Et on vous invite également à aller dans le chat. On est curieux de savoir si vous avez fait ou non le coaching. Donc, les gens présents, inscrire oui ou non, ou coaching avancé, oui, je vais le faire bientôt, le coaching, je prévois le faire. Donc, on aimerait ça savoir qui est notre audience. Donc, merci pour ceux qui partagent. Je vois Catherine a partagé, Nathalie, Valérie, merci beaucoup. Donc, notre ami Gilles Laferrière, qui est investisseur immobilier, prêteur privé, qui est auteur à succès, investisseur à succès, qui est avec nous. Donc, salut Gilles. Bonjour. Bon, mon micro fonctionne. Bonjour, Yvan et Jean-Philippe, tout le monde va bien? Yes, yes, on est en forme, on est en forme. Hey, merci d'être là, puis merci d'avoir accepté l'invitation que je t'ai faite il y a quelques mois d'être le porte-parole ou de celui qui fait, dans le fond, les capsules et les formations et les lunchs immobiliers sur l'éthique en tant qu'investisseur, parce que je sais que tu es un gars droit depuis que je te connais. Ça fait quoi, 11 ans qu'on se connaît, Gilles? Oui, à peu près ça, 11 ans. Puis tu es droit, puis c'est toi qui enseigne aussi le cours du TAL, donc les règles, tu t'y connais. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là. C'est un honneur que tu aies accepté, Gilles. Merci beaucoup. Ben, ça me fait grand plaisir. Yes, yes. Donc, aujourd'hui, on parle d'éthique, on parle de valeurs et de réputation. Peut-être commencer par c'est quoi l'éthique et la définition de l'éthique? Ben, en fait, l'éthique, ça vient du mot grec ethos, qui signifie mœurs ou manière de vivre. Puis c'est souvent mélangé un peu avec, disons, la morale d'un côté ou la loi de l'autre. En fait, l'éthique, c'est simple, c'est nos valeurs, puis c'est de se questionner sur nos valeurs quand il y a des décisions difficiles à prendre. Donc, c'est pas toujours facile d'être éthique. S'il y a toujours une zone grise, si on veut. Alors, c'est vraiment un questionnement quand on parle d'éthique sur est-ce qu'on fait ça correctement, est-ce qu'on fait ça selon les règles, puis est-ce qu'on fait ça selon nos valeurs aussi. OK. Puis ça, c'est important aussi, l'éthique, qu'elle soit là avec chaque intervenant. Hein. Donc, on parle d'éthique avec les partenaires, on parle d'éthique avec le banquier, avec vos locataires. Hein. On va en parler des locataires aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, peux-tu nous en glisser un petit mot là-dessus? Ben oui, tout à fait. En fait, je vais vous donner un exemple. Puis on va essayer de faire donner des exemples qui se rapportent à l'immobilier. Admettons que toi, tu es un entrepreneur et que tu as des employés qui travaillent pour toi. Puis si tu as certains de tes employés qui n'ont pas d'éthique, c'est-à-dire qu'ils vont mal faire leur travail, puis ça ne les dérange pas. Ils vont cacher certaines choses qui ont fait tout croche. Puis toi, ben c'est ta réputation qui va en souffrir par la suite parce que les gens, évidemment, tu vas te retrouver avec des problèmes. Si toi, dans ton entreprise, tu agis de la même façon, puis que tu essaies de cacher tes choses à tes clients, puis à ne pas faire ton travail correctement, puis à ne pas livrer la marchandise, c'est sûr que tu n'as pas d'éthique. On s'entend. Donc, est-ce que tu vas réussir à avoir une belle carrière? Est-ce que tu penses que tu vas vraiment durer dans le temps? Parce que quand tu n'as pas d'éthique, bien évidemment, ça va atteindre ta réputation et ça va t'empêcher d'avancer. Fait qu'il y a des gens qui, on dirait, qui sont menés par l'argent seulement, alors qu'on devrait être mené par la passion.
de ce qu'on fait. Fait que quand tu es mené juste par l'argent, puis que tu essaies d'aller plus vite, puis passer des étapes, puis de cacher des choses, puis d'essayer d'avoir tout le gain pour toi, puis de rien laisser aux autres, ben, il y a un moment donné où tu ne pourras pas aller bien loin. Donc, c'est là que ça devient très important d'avoir une éthique et une bonne réputation. Dans cette ère d'optimisation d'immeubles, hein, parce qu'on sait que les immeubles sont très chers et beaucoup de gens en achètent au plein prix pour les optimiser. C'est entre autres le cas de Jean-Philippe. Jean-Philippe, tu es là. Yes, yes, yes. Donc, dans cette ère d'optimisation, on sait qu'il y a des choses qui peuvent être bien faites, comme il y a des choses qui peuvent être faites de façon, mettons, disons, borderline. Et Jean-Philippe, as-tu quelque chose à nous parler là-dessus, à nous partager une expérience? Oui, mais tu sais, en fait, on travaille de pair. Tu sais, j'ai pas honte à dire que Gilles, on est partenaires ensemble dans quelques transactions. Et on se trouve dans une situation souvent qui est délicate, dans laquelle, évidemment, nous, on veut rénover les appartements. Effectivement, on va chercher une part de profit, mais c'est ma vision de la chose, c'est vraiment d'y aller gagnant-gagnant. Hein, c'est toujours des endroits où est-ce que les gens y vivent, c'est important. Je pense que Jean-Pierre Dussault dit à Québec, traitez vos locataires comme si c'était votre mère. Je pense que c'est une bonne chose. Donc, quand nous, on arrive dans un projet d'optimisation, il y a déjà un budget de compensation locataire. Donc, on prévoit ça, on fait nos négociations, on s'en va en bonne entente. Et je vous dis, là, sans me tromper, là, que 9 locataires sur 10, et le 1, je vais revenir dessus, mais 9 locataires sur 10, on verrait dans la rue, je lui serrais la main, on se ferait une accolade, puis on serait content d'avoir fait affaire ensemble, entre guillemets. Le récalcitrant, le 1, ben, c'est malheureusement, des fois, il y a des mauvais locataires. Dans ce cas-là, ben, on est un petit peu moins patient, évidemment. Là. On donne ce qu'on reçoit. Mais sans ça, c'est vraiment de planifier ça. Et des fois, en appel de coaching, pour les gens qui ont suivi le coaching, les gens appellent et disent ah, ben là, je ne suis pas pour y donner tel montant d'argent, ça n'a pas d'allure. OK, là, on se met à calculer ensemble. OK, la personne va quitter, tu vas faire les rénovations. Maintenant, tu vas monter le loyer au loyer marchand du fait que tu as fait des rénovations. Ça va te rapporter tant en équité, tu vas être capable de refinancer tant. Ah ouais, j'avais pas vu ça de même. Ben oui, c'est gagnant-gagnant. Il y a une partie du profit. Le locataire, il y a une partie du profit indirectement. Vous en avez une partie du profit. Puis en fait, ça fait que vous couchez le soir puis vous dormez bien aussi. Donc, moi, je suis 100% contre les pratiques. C'est pas illégal, il n'y a rien d'illégal. Cavalière, mettons. Ouais, cavalière, c'est ça le mot que je cherchais. Puis d'ailleurs, le livre qu'on a écrit, hein, Yvan, ensemble, on a coécrit ça, Transformer en opportunité des multilogements trop chers. On a dédié un chapitre justement sur comment en faire rénover des appartements de la vacance jusqu'à la négociation locataire. Puis on l'a dit plusieurs fois dans le livre, il faut que ça se fasse dans le respect. OK? Parce que si vous faites de l'argent et vous écrasez les autres, votre éthique n'est pas élevée, puis en tout cas, moi, je n'aurais pas une très bonne estime de vous non plus. Parlant de livre, voilà. Jean-Philippe, parlant de livre, bon, ceux qui ne savent pas, c'est Transformer en opportunité des multilogements trop chers. Il y a un chapitre dédié là, justement à l'optimisation des revenus, puis la façon de s'y prendre et de bien faire les choses. Et également, on a parlé dans le livre que j'ai coécrit avec Jean-Pierre Dussault et Gilles. Donc, Apprenez à mieux gérer vos immeubles. Un livre qui parle beaucoup de valeurs également, pas juste faire du cash, mais on parle aussi d'avoir des belles valeurs et de bien faire les choses. Gilles, on sait que tu as optimisé plusieurs immeubles, tu es passé de 0 à 160 portes assez rapidement. Est-ce que tes optimisations à ce moment-là, toi, comment ça se faisait? Parce que ça fait quand même 4-5 ans de ça, c'est un peu différent de maintenant, mais sûrement que faisait bien les choses. Oui, tout à fait. Écoute, j'ai jamais eu besoin de demander à un locataire de s'en aller. Puis j'en avais qui étaient là depuis 20 ans, puis 25 ans, puis ça me faisait mal. Je leur disais, vous faites subventionner par les autres locataires de l'immeuble, mais ça ne les dérangeait pas. Mais d'un autre côté, moi, j'ai acheté l'immeuble, j'ai fait mes calculs. Mon immeuble, il est rentable. Je vais le rendre plus rentable avec le temps. Il y a toujours des locataires qui déménagent. Dans les immeubles plus gros, c'est à peu près 22-25% par année qui déménagent. Fait que, c'est pas long que tu as fait le tour de ton immeuble. Là. Je ne sais pas pourquoi il y a une espèce de pression à y aller tout de suite puis à faire le maximum. Personnellement, j'ai un petit peu de difficulté avec ça, mais bon, on ne paye pas tout le monde le même montant, mais la façon de faire les choses est très importante. Ouais.
Là-dessus, Gilles, permets-moi de t'interrompre. Peut-être que ceux qui sont pressés de faire les choses, c'est ceux qui sont avec des prêteurs privés à du 15 peut-être. Ceux qui le font avec les banques à du 3 ils ont peut-être plus de temps, mais celui qui fait ça avec un prêteur privé, peut-être qu'il y a de la pression. Hein? Ça se peut-tu? Oui, ben, tout à fait. Il y a avantage à rembourser le plus rapidement possible. Mais encore là, tu sais, moi, comme prêteur privé, si je prête sur des projets, je vais regarder avec la personne qui emprunte. Écoute, as-tu un budget qui a de l'allure, là? Parce que si tu n'as pas pensé à avoir un budget suffisant pour dédommager les gens, euh, puis en plus, ben, as-tu de la marge de manœuvre? Si tu en as un qui ne veut pas déménager puis qui n'a rien à faire ou qui a plus de 70 ans puis qui est protégé par la loi ou peu importe, est-ce que tu es capable de fonctionner avec, mettons, ton 6 logements? Est-ce que tu es capable de fonctionner avec 5 logements optimisés et non 6? Parce qu'il ne faut pas que ça devienne de l'acharnement. On fait mal à toute la réputation des investisseurs immobiliers actuellement, puis les journalistes, là, ils attendent juste ça, puis on le voit. Là. À chaque fois qu'il y a un locataire qui appelle, peu importe le journal, on passe, puis ça commence à donner une très mauvaise réputation. Donc, les gens, quand on va acheter des immeubles, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire, les locataires? Ils vont tout de suite être sur leur garde. Ils vont tout de suite essayer de s'organiser pour se défendre, etc., parce qu'ils s'attendent à des espèces de rénovictions qui en a pas beaucoup, qui en a qui sont carrément illégales, là, dans la façon de faire les choses, on s'entend, là. Alors, je pense qu'on fait mal à tout le monde à ce moment-là. Donc, il faut être prudent, puis faire nos calculs comme il faut, je pense, avant, puis s'assurer qu'on va réussir à avoir une bonne rentabilité. La personne qui habite dans le logement, elle n'a rien fait, là. Elle est juste chanceuse de rester là depuis 10 ans, 15 ans, puis d'avoir un loyer qui est moins cher que les autres. Mais c'est ça, faut penser que si c'était ton père ou ta mère qui est dans le logement, ben, est-ce que tu agirais de la même façon? Donc, on en revient encore aux valeurs. Là. Une belle façon de voir la chose. On vous répète que vous pouvez poser des questions à Gilles ou à Jean-Philippe ou à moi, peu importe. Et on vous invite à partager le live pour courir la chance de gagner des prix qu'on fait tirer dans une quinzaine de minutes. On fait tirer 250 de rabais sur le coaching qui débute à Québec le 26 février prochain. Et également, le livre Apprenez à mieux gérer vos immeubles. Donc, excellent livre, pas parce que c'est nous qui l'avons écrit, là, mais on a eu des très, très bons commentaires sur ce livre et également des bons commentaires sur celui écrit avec JP. OK, donc, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont apparues dans le chat, Jean-Philippe, entre-temps. Laisse-moi regarder ça. Il y avait les objectifs. Comment les objectifs des mobiliers? En fait, on peut peut-être y aller là-dessus. Excuse-moi, je vais rechanger la caméra aussi. Il y avait Hélène Larose, une fidèle de nos lives du midi, qui parlait de capacité de payer des locataires, etc., au niveau de la situation. Puis, je vais répondre à la question, Hélène, puis je vais laisser Gilles ensuite répondre. Mais je voulais bonifier, en fait, ce que tu disais sur ce que tu disais, Gilles. En fait, malheureusement, les investisseurs immobiliers ont mauvaise presse, justement parce qu'on veut rénover les immeubles. Mais quand on achète des immeubles comme investisseur immobilier, ça arrive que des fois, ils sont vraiment en piètre état. Du fait que les augmentations, souvent, c'est des vieux propriétaires, les augmentations de loyer en fonction des rénovations sont extrêmement faibles. On sait que c'est un combat de la Corpic depuis des années. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, les propriétaires ne mettaient pas d'argent, et là, les nouveaux investisseurs qui arrivent, la nouvelle génération, achètent ces bâtiments-là et on a besoin de faire des rénovations significatives. Donc, de changer une plomberie complète dans un bâtiment, de changer un système électrique au complet, de faire une conversion au chauffage parce qu'on était au mazout, on aura bientôt plus le droit à Montréal. Donc, ça implique des gros changements, des grosses perturbations. Et moi, je suis un fervent croyant que la meilleure solution, c'est justement de faire une négociation. C'est un peu dommage qu'on soit perçu toujours comme les mauvais garçons, alors que c'est ça, on essaye de redorer le parc. Donc, en tout cas, si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute, qui veut faire un article positif sur les investisseurs immobiliers, on est preneurs. Mais c'est ça, on améliore le parc immobilier, puis on peut arriver dans des situations où est-ce que j'ai un exemple flagrant, un 36 logements dans Notre-Dame-de-Grâce. Ce building-là, on sentait qu'il y avait une atmosphère toxique. En fait, le propriétaire était vieux, il ne voulait pas réparer, les locataires étaient fâchés que ce n'était pas réparé. Donc, tout le monde saillissait dans ce bâtiment-là. Négociation, départ, sourire, rénovation, et là, on a rentré nos nouveaux locataires. Tout le monde est heureux là-dedans. On a changé complètement l'air du bâtiment.
on a fait une pérennité, on a assuré une pérennité au bâtiment pour assurer du logement. Donc, c'était vraiment une belle optimisation qu'on a faite. On était très contents. Puis il y a 3 locataires là-dessus qui ont décidé de ne pas quitter. Ils n'ont pas accepté les offres. Puis c'est bien correct. Ils sont encore là aujourd'hui dans le bâtiment. Puis on est bien contents qu'ils soient là. Donc, Hélène, pour en venir à ta question, en fait, c'est quoi la capacité de paiement? Ben, en fait, c'est juste le marché qui va déterminer. C'est juste quand on met notre offre, sur le marché, puis c'est ça qui va décider. Donc, si on est trop cher, puis les gens veulent payer moins cher, on voit qu'il y a un petit exode de Montréal. Je ne sais pas pour Québec, là, s'il y a eu nécessairement le même exode. Je n'ai pas vérifié les statistiques, mais il y a un petit exode urbain. Fait que est-ce que ça bouge? Donc, c'est juste une question d'abordabilité. Puis, je suis content avec le télétravail. Si les gens ils peuvent se payer peut-être moins de logements, mettons Plateau Mont-Royal où est-ce que c'est très cher, ben, il y a une possibilité de se déplacer aussi. Donc, le télétravail a apporté aussi une certaine flexibilité aux gens qui voulaient des loyers un petit peu moins chers. Donc, longue réponse, mais c'était juste pour me vider le cœur de dire qu'on n'est pas... évidemment, là, on a une crowd de propriétaires, là, c'est sûr. On est sur la page du club. Tout le monde est pour la même chose. Mais juste de me vider le cœur pour dire qu'on n'est pas des méchantes personnes. On assure la pérennité du parc immobilier. On rénove, on crée des beaux espaces de vie où est-ce que les gens sont heureux d'aller habiter. Dans la majorité, on est des bonnes personnes. On fait bien quelque chose. C'est ça, la plupart des propriétaires, c'est des bons propriétaires, mais ce qu'on va voir dans les médias ou dans les réseaux sociaux, c'est le scandale et faut que ça soit flamboyant et tout ça. Donc, ils vont nous montrer les côtés sombres. C'est la même chose que pour les locataires. Hein. Les locataires, c'est tous des bons locataires ou presque, sauf quelques-uns qui vont mal faire les choses et c'est ça qui va sortir dans les médias, malheureusement. Donc, Gilles, j'ai une question pour toi en tant que prêteur privé. Il y a des gens qui font de l'optimisation, qui font appel à toi. Est-ce que tu valides la façon qu'ils font? Tu sais, par rapport à ton éthique, là, tu sais, si tu finances un investisseur qui, lui, ne fait pas ça de façon éthique, tu finances-tu pareil ou tu dis je passe mon tour? Est-ce que c'est arrivé de dire je ne te prêterai pas, évidemment, tu ne diras pas pourquoi, mais tu ne prêteras pas parce que tu sais qu'il est comme douteux un peu dans sa façon de faire? Écoute, jusqu'à maintenant, c'est pas arrivé, mais c'est sûr que je le ferai. Mais tu sais, les gens à qui je prête, je suis chanceux parce que c'est des gens que je connais, que je sais qu'ils ont déjà fait, tu sais, ils ont une feuille de route. Donc, quand je parlais d'éthique et de réputation, mais leur réputation est bonne. Donc, je ne me casse pas trop la tête, je regarde avec eux autres, les budgets font du sens, le projet fait du sens, la porte de sortie pour rembourser le capital, le temps pour le faire aussi. Donc, tu sais, c'est ça que je vais regarder, mais c'est sûr que quelqu'un m'arriverait, puis j'en ai vu, mais je n'ai pas eu besoin d'aller plus loin, dans le fond. Tu sais, j'en ai vu qui m'ont approché pour dire, ben écoute, je vais acheter un 8 logements, je vais te rembourser à l'intérieur de 4 mois, je mets tout le monde à la porte, puis je refinance. Tu t'en vas où là, avec ton projet? Là? Tu sais, le timing ne fait pas de sens. Il n'y a rien qui marche là-dedans. Non, merci. On passe à un autre appel. Là. Tu sais, c'est pas compliqué là, dans des cas comme ceux-là parce que c'est trop flagrant. Là. Tu vois que la personne elle n'a pas d'expérience ou elle ne sait pas comment ça fonctionne ou c'est vraiment trop cavalier. Là, puis, donc, ça, j'embarque pas là-dedans, c'est sûr et certain. Là. Good. Ben, je me doutais de la réponse, mais je te l'ai posée. Une question peut-être pour Jean-Philippe de Samuel Nadon. Quelles sont les façons légales et éthiques pour faire des rénovictions? Déjà, c'est à quelle heure, Samuel? OK, ici. Midi 17, excuse-moi. C'est correct, je la mets. J'aime pas le terme. Tu sais, il faut comprendre qu'il y a des légendes urbaines qui circulent, là, justement. On jasait avec ma soeur dernièrement, puis elle dit des bails de 30 jours, des bails au mois, c'est facile parce que là, on peut terminer ça, puis le locataire part. Le locataire, il a le droit de maintien des lieux en toutes circonstances. Rénoviction, on peut pas évincer quelqu'un pour des rénovations. Si on arrive en travaux majeurs, la personne a toujours le droit de revenir. Donc, on paye une compensation, la personne revient dans son loyer et là, avec la rénovation majeure, on peut augmenter le loyer. C'est un droit du propriétaire, on a le droit de faire ces travaux majeurs-là. Sauf que le problème est que la Régie du logement, elle nous donne un rendement qui rentabilise nos rénovations sur 40 ans. Ça ne fait aucun sens de faire ça. Donc, généralement, au lieu que le locataire quitte et revienne par la suite, bien, on négocie tout de suite une compensation pour qu'il quitte pour de bon, qu'on reloue. Et là, je voyais dans les questions aussi là, la fameuse clôture du bail.
qui est très inquiétante aussi pour les propriétaires. On pourrait y revenir, qui ne m'inquiète pas du tout en passant, là, que les gens s'inquiètent, mais qui ne m'inquiètent pas. Donc, c'est mieux de faire ça. Donc, on a le droit de faire la rénovation, la personne quitte, revient. On charge des augmentations, sauf que, comme j'ai dit, ça vaut pas nécessairement la peine. Il y avait la subdivision de logements qui existait, l'agrandissement de logements également, le changement de vocation qui existe toujours. Vous pouvez vous renseigner au niveau de vos municipalités. Dans ce cas-là, il n'y a pas de négociation. Encore là, je ne ferai pas ça sans négociation quand même. On essaie toujours d'être gagnant-gagnant et qu'on traite ça comme notre mère et notre père. Donc, on inclut des montants quand même dans ces situations-là. Mais oui, il y a la subdivision de logement qui est bannie dans plusieurs arrondissements à Montréal, l'agrandissement de logement qui est banni dans plusieurs arrondissements à Montréal et le changement de vocation. Donc, par exemple, vous passez un immeuble résidentiel à commercial, ben là, on change de vocation. Donc, vous allez voir sur le site de la régie, pour vrai, ils font le tribunal, je vais finir par m'habituer, le tribunal administratif du logement, ils ont vraiment bien détaillé ces situations-là dans lesquelles les étapes, les avis, les droits de chacun, donc tout est bien défini là-dedans. Donc, ce serait ça la question pour Samuel. Excellent, et merci JP. Gilles, je ne sais pas si tu as vu passer ce matin un article, je ne sais pas c'est dans quel média, mais ça parlait d'un propriétaire à Longueuil, un policier qui a acheté plusieurs immeubles, puis il a dit à plusieurs locataires dans des blocs différents que ses parents allaient rester dans le logement, dans le fond, pour qu'ils quittent, donc faire une reprise de logement, mais avec, il semble avoir plusieurs parents. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Oui, tout à fait. Les Dumont, il a fait exprès pour notre midi aujourd'hui sur l'éthique. Disons que sa façon de faire, bon, ça saute aux yeux, là, probablement que la personne n'est pas expérimentée, probablement payer ses immeubles beaucoup, beaucoup trop cher, puis là, ben, c'est la panique pour essayer de les rentabiliser. Il fait des affaires qui se font pas, là. Tu peux pas commencer, se servir là, de dire que mes parents vont venir habiter là, puis que c'est pas vrai. Vous allez vous faire taper ses doigts, puis de toute façon, au tribunal, ils sont tellement habitués maintenant qu'avec le questionnement qu'ils vont faire, c'est extrêmement difficile, là. Et puis, si tu veux faire tu veux faire des rénovations, par exemple, majeures pour que changer les dimensions, par exemple, des logements, etc., puis que tu arrives devant un juge du tribunal administratif du logement, si tu n'as pas déjà ton permis, si tu n'as pas déjà tous les plans et les soumissions, oublie ça, là, ça ne fonctionnera pas, là, ces stratégies-là. Là. Fait que, je pense qu'il faut juste être sérieux. Il y a des choses qu'on peut faire, mais faites-les correctement, puis planifiez-les, puis travaillez avec vos locataires pour vous assurer de ne pas être obligé de vous battre avec eux autres. Là. C'est juste dans les façons de faire. Tout se fait, mais c'est juste de le faire correctement, là, puis de pas, tu sais, l'appât du gain ou la panique parce qu'on vient d'acheter quelque chose, puis il faut absolument le rentabiliser là. Il y a quelque chose, au moment de l'acheter, la décision que tu as prise, est-ce qu'elle prévoyait ça, cette façon de faire-là, puis est-ce que tu es bien là-dedans au niveau de tes valeurs pour agir de cette façon-là? Peut-être que tu pourrais, si l'immeuble est vraiment trop cher, ben laisse-les passer. Achète-en un autre qui fait plus de sens, dans lequel tu auras moins de pression à mettre sur tout le monde pour essayer de rentabiliser. Là. Il y a en quelque part, je trouve qu'il y a un peu de facilité là-dedans. Là. L'excuse, c'est ben là, ils sont tous trop chers, fait qu'il faut tous les mettre à la porte. Mais entre les deux, il y a peut-être quelque chose. Peut-être si tu faisais un peu plus d'efforts pour trouver des immeubles qui sont à meilleur prix, parce que ça finira jamais. Si tout le monde paye trop cher pour leurs immeubles, puis plus cher, puis plus cher, puis plus cher, bien, ils vont toujours être de plus en plus chers. Donc, il faut être capable de faire des choix à un moment donné, puis peut-être de se forcer un peu plus pour trouver des immeubles à meilleur prix ou c'est moins critique, disons, de rentabiliser à outrance là, très, très, très rapidement. C'est peut-être juste plus modéré un petit peu. Ça serait peut-être une chose qu'on pourrait faire. Là. Toi, ça t'a bien servi, en tout cas, au prix que tu payais les immeubles quand tu les as achetés. Hein? Oui, c'est sûr que même dans le marché d'aujourd'hui, je ferais la même chose. Tu sais, quand j'achetais des immeubles 2008, 2010, 2012, bon, moi, je ne payais pas plus que 15 fois les revenus nets. Ça s'arrêtait là. Plus cher que ça, je n'achète pas, c'est simple. J'avais une ligne de conduite qui m'a bien servi d'ailleurs. Dans le marché d'aujourd'hui, où on voit des 22, une moyenne peut-être de
20, 22, 23 fois les revenus nets, bien, probablement, je m'enlignerais vers 18 parce que dans ce temps-là, c'était autour de 20 qui était la moyenne, mais les taux d'intérêt étaient à 3,75, 4 là. Donc, ton hypothèque était beaucoup plus grosse. Le prix des immeubles descend quand les taux d'intérêt augmentent. Hein? Donc, c'est la même chose aujourd'hui, dans le fond. Là. Fait que, arrangez-vous pour payer en bas de la valeur économique. En bas de la valeur économique, ça va être un bon défi, dépendamment des secteurs. Mais oui, ça peut. On en voit encore. Il y a tout le temps des gens au club qui nous font un petit coucou, Isaac, acheter en bas de la valeur économique. C'est toujours possible. Donc, on va procéder à l'annonce des gagnants. Donc, il y a Samuel Nadon qui se mérite 250 de rabais sur le coaching qui commence à Québec, ou celui qui est débuté à Montréal le 29 janvier dernier. C'est possible de joindre, si on veut, c'est possible de joindre le groupe Samuel. Donc, félicitations. Pour réclamer ton prix, tu appelles Julie au bureau au 450-679-0261 ou tu vas sur le site du club, où je crois que dans le chat, on a mis le lien. Il y a également Joanie Villemer qui se mérite un livre, donc Apprenez à mieux gérer vos immeubles, que j'ai coécrit avec Gilles Laferrière et Jean-Pierre Dussault. Donc, félicitations aux gagnants. Petite annonce également à vous faire le 23 février prochain, c'est le réseautage virtuel en ligne. On est 300-400 inscrits à chaque fois, donc on vous invite à être là. Une belle occasion pour faire du réseautage, pour apprendre sur des thèmes, rencontrer d'autres personnes. Également, une autre petite annonce, le IMAG, donc le magazine qui sort au mois d'avril, je n'ai pas la date exacte, mais au mois d'avril, on sort notre 2e édition qui est fait par Simon Trottier. Donc, à surveiller. Ceux qui veulent l'annoncer dedans peuvent le faire en contactant le club. C'est possible encore, il y a encore de la place pour annoncer. Et également, une autre annonce, c'est le coaching, comme j'ai dit tantôt, qui débute à Québec le 26 février prochain. Donc, je ne sais pas s'il y a une petite question, une dernière question, Jean-Philippe, dans le chat, ou sinon, ça va être le mot de la fin. Oui, ben, il y avait un petit clin d'œil, Jean-Pierre Dussault. Évidemment qu'on a eu quelques fois dans les lives et qui est coach au club dans la région de Québec. Il dit les locataires ne sont pas responsables d'un mauvais achat. Ouais, j'aurais une belle petite question qui était de Patrice Robitaille, qui disait avec les taux d'inflation actuels, donc la limite d'augmentation qui est fixée par le TAL, il y a une chose qu'on doit dire ici, c'est que le TAL va donner un indicatif. Si jamais on se retrouve devant le tribunal en fixation de loyer, c'est le calcul du TAL qui va prévaloir. Par contre, il n'y a rien qui vous empêche de négocier une augmentation supérieure à celle du TAL avec vos locataires. Okay? Évidemment, si vous avez un building neuf dans les 5 premières années, on n'en parle pas. Donc, vous y allez vraiment au prix du marché. Si jamais vous avez un immeuble qui est plus vieux que 5 ans, qui est le cas de plusieurs bâtiments, la technique, c'est de donner des choix. En fait, c'est de dire, ben, voici une augmentation sans rénovation, voici une augmentation si on rénove la salle de bain, si on rénove la cuisine, si on refait la peinture. Donc, vous pouvez donner des choix aux locataires et mettre des différents niveaux d'augmentation. Donc, ça, c'est une très, très bonne technique qui est partagée au club. Là. Donc, on donne des choix aux locataires. Ça l'aide à des fois augmenter un petit peu plus au niveau des logements. Voilà. Merci, JP. Gilles, aurais-tu un mot de la fin sur les valeurs, la réputation, sur l'éthique? Tu as un bon 5 minutes, tu vas te laisser aller, là. 5 minutes, hein? Tu vas te laisser aller, let's go. Juste pour, avec Jean-Philippe, ce qu'il disait aussi, en passant, pour les locataires de 1,28 du tribunal administratif du logement, il faut bien leur expliquer que c'est une moyenne à travers le Québec. Hein? Donc, c'est pas seulement, ça ne s'applique pas nécessairement comme tel pour Montréal ou comme ça va s'appliquer dans une ville de moins grande densité. Puis, ça n'inclut pas les taxes, ça n'inclut pas le coût des assurances qui est en train de carrément doubler. Donc, moi, j'ai déjà fait des augmentations de taxes, puis tout ça, j'ai déjà donné des copies aux locataires là, des augmentations qu'il y avait, puis je dis, regarde, là, moi, je ne fais pas plus d'argent, là, je la donne ailleurs. Ton argent, je la prends, puis je la donne à d'autres. Puis de l'expliquer comme ça, des fois, ça fait comprendre aux gens. Fait que c'est toujours, pour en revenir à l'éthique, je pense que c'est important de ne pas se laisser aller juste par l'appât du gain. J'ai rien contre faire de l'argent en passant. J'aime beaucoup, beaucoup ça, faire de l'argent. Puis je suis très bon pour en dépenser d'ailleurs. Mais il y a des façons de faire, je pense, qui font que vous allez réussir à vous bâtir une très, très bonne réputation d'homme ou de femme d'affaires
qui fait que les gens vont avoir le goût de travailler avec vous. Puis que les locataires, ils vous attendront pas là, avec une armée de récriminations tout de suite en partant, puis vous les mettez à dos, puis etc. Donc, tu sais, il y a des bonnes façons de faire. La même chose avec vos associés. Si vous faites des choses avec des associés, ben ça prend une éthique de travail à un moment donné. Il faut être capable de dire, écoute, là, ça, c'est ma responsabilité, je la prends, puis je m'en occupe. Pas, je me cache, puis j'essaie d'en faire le moins possible, là. Que ce soit avec vos associés, que ce soit avec vos banquiers, d'arriver bien préparé, puis de ne pas essayer de jouer à cachette avec votre argent, puis vous retrouver avec des problèmes par la suite. Ça s'applique partout, en fait. Ça va s'appliquer avec votre prêteur privé, j'espère. Ça va s'appliquer avec vos employés, avec vos sous-traitants. Si tu es toujours en train d'essayer d'avoir le moins cher possible, puis que tu n'es jamais satisfait, il n'y a plus personne qui va vouloir travailler pour toi, surtout dans le monde d'aujourd'hui où c'est très difficile d'avoir de la main-d'œuvre. Donc, d'avoir une bonne éthique, gagnante, avec tout le monde, en fait, que ce soit avec des associés, des employés, des sous-traitants, des fournisseurs, etc. Je pense qu'il y a un moment donné où il faut se recentrer et regarder c'est quoi nos valeurs. Puis, est-ce qu'on aimerait ça que les gens agissent de cette façon-là avec nous? Des fois, c'est un bon baromètre, là, à savoir, OK, est-ce que je suis bien là-dedans? Avant d'acheter un immeuble, ben, est-ce que je suis bien avec ce qui va se passer par la suite pour le rentabiliser, cet immeuble-là? Parce que, tu sais, si tu es toujours avec un stress à l'intérieur quand tu fais des affaires, puis que tu dors mal la nuit, ça aussi, ça aidera pas. Là. À un moment donné, tu vas claquer. Donc, il faut penser à long terme. Il faut penser à se bâtir une bonne réputation avec tout le monde, en fait. Puis, avec ça, ben, on est capable, je pense, de fonctionner puis d'aller très, très loin. Puis, ceux qui pensent toujours à court terme durent jamais, jamais, jamais longtemps. Ceux qui font les choses correctement, puis qui ont des bonnes valeurs, puis qui s'associent avec des gens, puis qui ont une bonne réputation, c'est eux autres qui vont devenir super riches parce que les gens vont aimer faire affaire avec ces gens-là. Ils vont se sentir en confiance. Il y a une question d'intégrité. Bon, c'est toutes ces belles valeurs-là qui fait que tu vas durer dans le temps, puis que tu vas arriver au sommet que tout le monde veut atteindre, en fait, puis que je souhaite à tout le monde. Wow, sur ces sages paroles, on a un beau texte ou un beau commentaire de François Lamadeleine qui résume bien un peu, qui résume dans le fond notre live. Il dit voilà l'une des qualités du CIQ que j'aime beaucoup, la conscience éthique également, la qualité et le respect des échanges sur la page privée du club. Donc, effectivement, au club, on s'efforce de transmettre des belles valeurs. M. Lépine a fondé le club sur ces valeurs-là et on s'efforce de continuer sur les mêmes. Et on espère que vous avez apprécié le live. En tout cas, de ce que je vois dans le chat, ça semble avoir été apprécié. Il y avait des questions qui n'étaient pas d'ordre éthique, qui étaient d'ordre TGA puis d'ordre de TAL. Donc, on a du contenu pour un autre, pour un autre live avec Gilles. Sur ça, peut-être un petit mot de la fin, JP, avant que je fasse le mien. Yes. Bon, voilà. Je pense que Jean-Pierre, il l'a bien résumé tout à fait. Là, les locataires ne sont pas responsables d'un mauvais achat. Et si jamais vous bloquez, là, je voyais des questions de dire oui, mais comment qu'on fait? Calculer la valeur que vous allez faire en rénovant les appartements, okay, l'équité que vous allez gagner et partagez donc une partie de ce profit-là avec le locataire. Vous allez faire gagnant-gagnant. Tout le monde va être heureux. Écoute, il y a déjà des histoires où est-ce qu'on a reçu des câlins de locataires là, quand on a fait des offres. Là. Donc, c'est pas toujours du conflit. Là. Ça peut arriver dans un super beau moment où est-ce que les gens sont contents. Là. Donc, voilà, gagnant-gagnant, calculez votre valeur, partage de profit. Donc, dans le fond, c'est un business partner. Il faut qu'il y ait sa cote du profit aussi là-dedans. Voilà. Excellent. Gagnant, gagnant, gagnant. Voilà. On va bien plus loin. Exact. Yes, Exact. donc, merci beaucoup d'avoir été là. On vous invite à partager le live si vous avez apprécié et vous croyez que d'autres personnes pourraient bénéficier de ce qu'on a partagé ce midi. On vous invite à être là à la Saint-Valentin la semaine prochaine, le 14 février. On reçoit Jean-François Picard de GFPS Électrique. On va parler de conversion de chauffage. Donc, comment optimiser vos immeubles grâce à la conversion de chauffage. Sujet très intéressant.
Et on a un spécialiste en la matière qui est là pour nous donner plein de trucs, répondre à vos questions et peut-être éventuellement vous guider et vous aider dans la démarche parce qu'il fait du coaching pour vous aider à faire cette démarche-là. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. Merci. Bye. Salut tout le monde.